Désormais, je vais appeler maintenant à nous rejoindre la jeune Claire Chardon. Claire Chardon est une jeune infirmière qui, au-delà de ses études, fait aussi de la dissidence. Elle participe à un blog qui est le blog Metapo. Elle va nous en parler et elle va nous présenter la dissidence sous l'angle de ce qu'il se passe en librairie, avec donc une présentation de cette actualité de la dissidence en librairie. Bienvenue Claire, installez-vous. Bonjour. Alors tout d'abord, qu'est-ce que Metapo Info ? Metapo Info, c'est un blog qui a été créé il y a 7 ans maintenant, mais surtout c'est un combat quotidien des idées à travers l'actualité culturelle. Metapo, c'est bien entendu donc une référence à la métapolitique, c'est-à-dire au questionnement des valeurs, des idées qui sont le fondement des visions du monde antagonistes. Metapo, c'est chaque matin un texte de fond, un point de vue ou un entretien consacré aux grands thèmes de société ou de l'actualité géopolitique. Chaque après-midi, une revue, un essai, un roman, une bande dessinée ou un film susceptible de nourrir notre vision du monde ou d'alimenter la contestation du système et de sa pensée unique. Metapo Info, vous pouvez le retrouver donc sur le blog, mais également sur Facebook et sur Twitter. Nombreux sont ceux qui, sur le champ de bataille intellectuelle, contribuent par leurs écrits, leurs recherches ou leurs critiques à saper telle ou telle base du système. S'ils ne s'en rendent pas compte ou si leurs objectifs ne sont pas les nôtres, qu'importe. Toutes les idées sont pertinentes si elles nourrissent nos réflexions, nos articles, nos blogs, nos discours ou nos tracts. Peu importe d'où viennent les munitions, l'important c'est de faire feu sur le quartier général et de surprendre l'adversaire en nous appropriant des auteurs auxquels ils ne s'attendent pas. L'auteur de Fracture française et de La France périphérique, Christophe Guilly, était-il des nôtres ? Probablement pas, mais son analyse sociologique de la France d'aujourd'hui était lucide, percutante et donc politiquement incorrecte. Éric Zemmour, en citant inlassablement ses analyses, en a fait définitivement un auteur suspect aux yeux du système et donc par force un dissident, comme nous tous. Comme l'a écrit Alain de Benoît dans son dernier éditorial de la revue Éléments, toutes les familles de pensée, intellectuelles, politiques et religieuses sont aujourd'hui en train de se briser sur de nouveaux clivages. Non plus la droite et la gauche, mais l'identité, l'individualisme, les communautés et le capitalisme libéral. À nous donc de ne pas nous mettre d'œillères. Il y a d'autres Guilly dans le paysage culturel français. Aujourd'hui, Metapo Info vous présente 6 livres significatifs, percutants, stimulants et enthousiasmants, bien que leurs auteurs ne puissent pas être clairement situés sur l'axe gauche-droite. Alors, le premier livre s'intitule « La gauche du capital ». Pour en finir avec les héritiers de mai 68 et leur libéralisme libertaire, nous vous proposons de lire « La gauche du capital » de Charles Robin, publié aux éditions Crisis. Comment peut-on expliquer la convergence de points de vue entre Pierre Gattaz, président du MEDEF, et Olivier Besancenot, le patron du NPA, à propos des migrants envahisseurs ? La solution ? C'est Charles Robin, jeune et brillant philosophe biterrois, élève de Jean-Claude Michéa, qui vous la livre dans son essai « La gauche du capital ». L'essayiste y décortique la posture anticapitaliste de l'extrême gauche et souligne l'étroite solidarité qui lie libéralisme sociétal et libéralisme économique. Il indique « L'idée de la section de toutes les amarres culturelles, morales ou symboliques correspondait par définition à une libération et à ce titre à un projet objectif, n'a pu s'implanter dans le dispositif idéologique de l'extrême gauche contemporaine qu'à la faveur des mouvements de contestation qui ont agité les milieux étudiants parisiens à la fin des années 60. En acceptant pieusement de se soumettre au commandement de la plus sacrée des tables de loi moderne, il est interdit d'interdire, la jeunesse des nouvelles classes moyennes découvrait une liberté enfin à sa mesure,
celle qui consiste à rompre radicalement avec toute obligation qu'impliquait la filiation, l'appartenance et d'une façon générale un héritage linguistique, moral ou culturel. Cela projette une lumière tout à fait nouvelle sur le rôle décisif joué par le mouvement de mai 68 dans l'édification des valeurs du capitalisme moderne. Il rappelle par ailleurs, à partir du moment où en effet le marqueur de gauche n'induit plus qu'une soumission béate et inconditionnelle aux totems idéologiques de l'époque, le progrès, la diversité, la tolérance, etc., il n'est pas très difficile de faire passer chaque nouvelle réforme libérale en faveur de la croissance et de l'oppression des peuples qui lui correspond. Les délocalisations massives, l'immigration de travail, la libéralisation de la prostitution et du travail des mineurs, tout ça pour de splendides avancées sur le terrain de l'abolition des frontières, entre guillemets, et de la levée de tabous, encore une fois, entre guillemets, sous l'égide bienveillante de la liberté. Tout est dit. Le livre 2... Pardon. Le livre 2... Allez, le deuxième livre. Le livre 2. L'usure du monde, hein. On est toujours trahi par la technique. Pas de mauvais outils, que des... On a essayé d'échapper à la tyrannie du PowerPoint, parce que Jean-Yves nous avait dit il ne faut pas faire de PowerPoint, mais résultat, voilà. Aïe. Allez, le livre 2, fais-nous l'annonce. Vas-y. Donc c'est le livre 2, l'usure du monde, hein, comme je le disais. Bon, on va commencer. Le tourisme de masse s'est développé au début des années 70. Revenu de ses émotions révolutionnaires, le 68 art est devenu le meilleur client des agences de voyage. Rodolphe Christin, dans son essai « L'usure du monde », Continue. publié aux éditions de l'Échappée, nous explique que l'industrie touristique est une activité au cœur du libéralisme mondial. Le tourisme est le type même de l'individu moderne libéral, la version mode-loisir du techno-nomadisant professionnel. Le tourisme est d'abord un instrument de régulation sociale. Avec la télévision, les antidépresseurs, le football, la fête de la musique et les somnifères, le départ en vacances a rejoint la panoplie des anesthésiants et des défouloirs institutionnels que la société de consommation administre à ses citoyens. C'est surtout un outil qui permet d'araser les identités. Le tourisme réduit le monde vernaculaire au rang de simple décor. Une réalité, pour s'avérer touristiquement correcte, doit avoir préalablement éliminé la vie traditionnelle dans laquelle elle enfonçait ses racines. De ce point de vue, le tourisme est très souvent une entreprise de déracinement à des fins de conversion du réel à l'économie marchande. C'est un avertissement éclairant puisque, en visite au Mont-Saint-Michel en octobre dernier, François Hollande nous rappelait avec son talent habituel que notre pays avait une vocation touristique. Bienvenue en Francilande. Alors, le troisième livre s'intitule Alors voilà, vous avez enfin l'usure du monde. Hein. Le troisième livre s'intitule La République des censeurs. Vas-y, continue, il te frappait. Nous évoquions donc précédemment la religion du marché. Mais si ces adeptes n'ont de cesse d'abattre les derniers tabous hérités de la société traditionnelle, c'est évidemment pour en établir d'autres. Il est maintenant obligatoire, sous peine, pardonnez-moi pour l'anglicisme, sous peine de bad buzz, hein, voire même de répression, de dire « Vive la liberté d'expression, je suis Charlie ». Parallèlement, pourtant, on poursuit des auteurs, des historiens, des politiques et des humoristes en raison de leur opinion. Et surtout, on n'hésite pas à tuer socialement ces personnes pour les réduire au silence. Jean Bricmont, professeur de physique théorique à l'université de Louvain, aborde avec brio cette question dans son ouvrage « La République des censeurs ». Il y démonte en particulier le mécanisme pervers des lois Pleven et Guesso et des autres lois mémorielles. Son analyse prend en compte de nombreux cas concrets pris dans l'actualité récente, ce qui la rend particulièrement éclairante. Un livre donc indispensable pour tous ceux qui se réclament de la dissidence. C'est aux éditions de Lerne. Le quatrième livre s'intitule donc Poids lourd.
Franchement, qu'est-ce qu'un blanc fait ici? Une question qui cogne. Ici, c'est la banlieue, celle du nord de Paris. Celle où beaucoup d'entre vous n'ont probablement jamais mis les pieds. Celle que les journalistes ne peuvent et n'osent vous décrire. Et le blanc, c'est Paul Fortune, que vous allez accompagner à Drancy pour préparer le permis poids lourd, aux côtés de Seb Le Kabyle, de Djibril, de Monsieur Diabaté, d'Oussama et des autres. Son récit, Poids lourd, édité à compte d'auteur, est disponible sur Amazon ou à la librairie Facta. Brutal, percutant et même souvent drôle, n'hésitez pas à le lire. Montez donc dans la cabine avec lui et découvrez la banlieue nord. Ces cités immenses, avec beaucoup d'espaces verts, beaucoup de noirs, surtout des femmes, uniformes tongs et boubous de rigueur, et des tas de gamins, et des arabes en djellaba, avec des barbes à la Ben Laden, un mélange entre Kaboul, Alger et Bamako. Bon voyage en banlieue pour découvrir le monde qui vient et le monde qui est déjà là. Le 5e livre s'appelle Africanistan. Le pire est devant nous. Et cela, vous pouvez le découvrir dans Africanistan, un essai de Serge Mikhailov, sous-titré « L'Afrique en crise va-t-elle se retrouver dans nos banlieues ?» L'auteur sait de quoi il parle. Chercheur, ancien expert de la Banque mondiale, il a également été directeur des opérations de l'Agence française de développement. Pour parler de l'Afrique subsaharienne, il évoque l'Afghanistan, d'où l'appellation Africanistan. Une démographie hors contrôle, une agriculture largement en panne, l'absence de perspective en termes d'emploi, la perte d'espoir des jeunes, la faiblesse de l'appareil d'État, contrôlé par des groupes qui se disputent des rentes au détriment de toute recherche d'efficacité, l'influence d'une vague islamique radicale inspirée du wahhabisme, la circulation des armes, des zones de repli quasi inexpugnables pour les djihadistes. Tout ceci fait qu'on ne peut pas ignorer le parallèle afghan. À eux seuls, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad vont passer de 67 millions à plus de 200 millions d'ici 2050. L'auteur tire la sonnette d'alarme. De nombreux jeunes sahéliens vont être tentés par l'émigration. Comme ils retrouveront au bord du golfe de Guinée et en Afrique du Nord les problèmes d'explosion démographique et de sous-emploi qui les ont poussés à partir, nombreux d'entre eux devraient pousser tout naturellement plus loin, jusqu'en Europe. Et là, gare à la vague. Quand on voit l'émoi provoqué par la déstabilisation de la Libye et de la Syrie, 2 pays qui totalisent moins de 30 millions d'habitants, on a de la peine à imaginer les réactions que pourrait provoquer la décomposition du cœur du Sahel francophone, une région qui compte près de 70 millions d'habitants aujourd'hui et en aura quelques 200 millions en 2050. Cela n'est pas pour ces toutes prochaines années, mais les évolutions démographiques vont devenir dramatiques dans 8 ou 15 ans. Alors oui, si nous ne faisons rien, le pire est devant nous. Alors, le dernier. Il reste un 6e livre. Ah, il reste un 6e. C'est le meilleur pour la fin. Le meilleur, évidemment. Donc ce 6e livre s'intitule « Les rois du monde ». La nuit approche où je payerai tribut au monde, aux dieux où je devrai affronter le dénûment absolu. Pas de tombe pour moi, pas de fin paisible au milieu des miens, pas de grande cérémonie royale, pas de sacrifice, pas de bûcher rouge ni de banquet funèbre, pas de trésor, abandonné dans la nuit d'une chambre funéraire. J'irai chercher la mort sur le champ de bataille. Je me détacherai du rang de mes guerriers pour la défier. Une lame longue de cavalier dans la main droite, une lame courte de fantassin dans la main gauche. Je lui offrirai une danse des épées. Puis, je veux ma dépouille exposée sur le champ de guerre, à pourrir au soleil et à la pluie. Je veux être dévoré par les charognards, défiguré par le bec des corbeaux. Ils me porteront, mort là où je ne suis jamais allé vif, dans le ciel. La fin que je me réserve n'est pas la mort du roi, c'est celle du héros. Ainsi parle Bélovèze, fils de Sacrovèze,
fils de Bélinos, guerrier, héros et roi des Bituriges, dont Jean-Philippe Jarouski, probablement le meilleur écrivain de fantaisie héroïque, nous conte l'histoire dans Les Rois du Monde. Sa langue est superbe et inspirée par le souffle du mythe. Ce roman de nos origines celtes, magnifique et puissant, vient nous rappeler que la terre d'Europe, foulée depuis des millénaires par nos ancêtres et arrosée par leur sang, est la nôtre et que nous y sommes chez nous, libres d'y honorer nos dieux et d'y vivre selon nos coutumes. Non, nos enfants ne sont pas condamnés à être des babtous fragiles au sein d'une société multiraciale, consumériste et décadente, et encore moins à tomber sous les balles d'islamistes frustrés et sous-capables, drogués au Captagon. Ils ne sont pas condamnés à être des victimes, car coule en eux le sang des guerriers européens, bâtisseurs de civilisation, serviteurs de la beauté et maîtres de la technoscience. Alors oui, debout les Gaulois. Bravo. Je vous remercie. Merci beaucoup Claire, merci de t'être livrée à l'exercice de préparation et à l'exercice oratoire. Voilà une infirmière de talent, dites donc. Bien, nous allons démarrer notre deuxième table ronde et je vais accueillir plus que présenter, d'abord parce que présenter c'est Gabriel qui va le faire et puis est-il vraiment présentable, je ne sais pas, mais donc nous allons accueillir une sorte de maître S-dissidence. Nous avons à Polémia la très grande joie de pouvoir accueillir parmi nous Robert Ménard. Ici, par ici. Alors, Gabriel, à vous, qu'avez-vous trouvé pour nous présenter celui que tout le monde connaît déjà à peu près? Alors, Robert Ménard, c'est sans doute celui des 3 intervenants aujourd'hui que je connais le mieux pour avoir travaillé avec lui. Et vous savez qu'en travaillant avec les gens, c'est comme ça qu'on les découvre. Journaliste de renom, au charisme et à la témérité bien connue, vous avez fondé Reporters sans frontières, qui vous offrait finalement une rente de situation qui ne vous obligeait à faire rien de plus, une notoriété à vie, vous aviez les portes ouvertes de tous les médias, et puis c'est un mélange d'honnêteté, de bon sens, de combativité qui vous est consubstantielle, qui vous a poussé à vous lever avec cette franchise qui n'appartient qu'à vous, à vous lever comme l'enfant du comte d'Andersen et à dire le roi est nu et il faut faire quelque chose. Alors vous avez commencé à vous faire entendre sur les médias bien connus et puis petit à petit les portes se sont fermées les unes derrière les autres. Vous avez fondé avec Dominique Jamais Boulevard Voltaire, site bien connu, je l'espère. Et puis vous êtes devenu le maire emblématique de la ville de Béziers, que l'on sait. Alors, je peux témoigner pour l'avoir vu, pour avoir arpenté les rues de Béziers avec votre épouse pendant la feria. À Béziers, vous êtes un peu l'idole des Biterrois, faut quand même le dire. Hein. Tous ces jeunes, j'étais très impressionnée par tous ces jeunes qui se précipitaient pour faire des selfies avec vous. Alors, vous ne guérissez pas les écrouelles, mais pas loin. Donc, je crois que c'est un beau témoignage de réussite. Des personnes dans la salle disaient mais qu'est-ce qu'on peut faire, que peut-on faire pour lutter? Je crois qu'on peut faire comme Robert Ménard, voilà, qui met les mains dans le cambouis, qui n'est pas dans les sphères intellectuelles ni idéologiques, il est dans la vérité du terrain. Ce qui m'avait frappé, c'est que vous m'aviez dit au moment de votre élection, tu vois, il ne faut pas que tu laisses les gens dire qu'un maire ça ne peut rien faire, un maire ça a plein de pouvoir quand il a la volonté de le faire, et vous nous le montrez.
Alors, je crois que votre exemple est à suivre. Je crois aussi que vous représentez un grand espoir parce que je crois qu'avec votre empathie, votre charisme et votre façon de jeter des ponts entre les personnalités, vous êtes peut-être celui qui arrivera à fédérer toutes ces dissidences un peu éparses, parfois un peu, je le disais tout à l'heure, quelquefois avec des égos blessés, ce qui est naturel, hein, le combat est difficile. Et j'avoue que moi, personnellement, je compte un peu sur vous pour fédérer toute cette dissidence. Alors, je vous poserai peut-être une première question, la même que j'ai posée à Béatrice Bourges tout à l'heure. Je la saluais. Y a-t-il eu un moment où quel a été l'élément déclencheur de votre prise de conscience? À quel moment vous vous êtes dit, là, il faut que je me lève, que je dise quelque chose? Il y a l'anecdote et le fond. Le fond, c'est juste le réel. Pardon, mais il vous saute à la gorge. Vous vous promenez, alors moi je vais vous parler de ma ville, mais c'est pareil dans d'autres endroits, et puis c'est intéressant parce que ça éclaire une expérience, parce que surtout ça dit à quel point ce que je vais essayer de vous dire, ou ce que j'essaye de dire à longueur de temps, c'est pas un discours sur la réalité, c'est la réalité qui le nourrit chaque jour, ce discours-là. Il faut dire qu'on est le plus près des gens. On n'est pas dans un débat théorique, tu le disais bien, on est dans comment on peut sortir les gens de la situation dans laquelle ils sont. Moi, souvent, les gens me disent, et c'est là où je vais sur le fond, où les gens me disent, mais quand même, entre Reporters sans frontières, que tu as parlé, et puis un maire soutenu par ces fachos du Front National, il y a... Je plaisante. Il y a... Non, je dis, parce qu'il y a un journaliste là, je ne voudrais pas qu'il dise à Marine Le Pen demain matin, il vous a traité de facho, c'est pas bien. Ce que je veux dire là, c'est que les gens te disent, il y a plus qu'un gouffre, une espèce d'abîme. Pas du tout. Et c'est là où je réponds à ta question. Au fond, moi, je me sens animé du même refus du monde tel qu'il est. C'est-à-dire, je suis sidéré de l'angoisse, je suis sidéré des difficultés des gens. Je reçois tous les mercredis tous les Biterrois qui me le demandent. Tous les Biterrois, je les reçois. Du coup, il y a 6 mois d'attente. Mais enfin, non, mais en plus, ils gueulent. Les gens, ils te disent, on ne peut pas voir le maire. Je dis, oui, mais je vois tout le monde, alors. Et les gens, ils décrivent une France qui n'est pas une France de journalistes, qui est une France de gens que tu as en face de toi et qui te disent comment ils font. Et ça, c'est pour ces gens-là qu'on se bat. Quand on parle du peuple, quand on parle de la patrie, c'est eux, c'est ceux-là qu'il faut défendre. Alors pour répondre à ta question, dont j'ai un petit peu perdu le fil... L'élément déclencheur. L'élément déclencheur, c'est en plus, alors là c'est un truc, ça c'est le fond, le personnel. Alors tu le sais, je te l'ai déjà raconté. Moi je suis de Béziers. Je suis d'une ville. Souvent, les candidats de la droite, alors je ne dis pas extrême droite, tout de suite, ça va, les gens vont gueuler, mais enfin, c'est une facilité de langage quand même. De l'extrême droite, c'est souvent des types qui n'étaient jamais de l'endroit où ils se présentaient. Moi, j'ai quand même vu des candidats dans des cantonales se tromper de village. Tu vois un peu le sérieux, tu arrives dans un... Ah non, le canton, c'est juste à côté. Non, mais c'est vrai, c'était comme ça, et c'est comme ça encore. Moi, c'est ma ville. Et j'y suis attaché. Alors, je suis pied noir, c'est ma ville après 62. J'y suis attaché. Je suis attaché aux gens et je gueulais comme tout le monde. Et ça répond à la question du monsieur tout à l'heure. Je gueulais comme tout le monde. Et c'est pas bien, et c'est plus ça, et regarde, et les gitans par-ci, parce qu'on a une grosse communauté gitane, et les musulmans, on a le centre-ville qui a changé de population, mais Renaud Camus en parlera, mais il en parlera, et moi je peux vous le raconter au jour le jour, ce changement de population dans ma ville. Je parle de ma ville, tout ça. Voilà, et comme tout le monde, je rouspétais. Et comme tout le monde, je disais oui. Et comme tout le monde, j'étais pas content des gens pour qui j'allais voter. Et comme tout le monde, je continuais à m'épandre et à dire quand même, moi j'ai 62 ans, la France d'il y a 50 ans ou 40 ans, c'était quand même mieux. Juste qu'il y en a marre à un moment donné de dire ça. En l'occurrence, tu le sais parce que vous travaillez tous les jours ensemble, c'est ma femme qui m'a dit, je peux plus entendre ça.
Elle m'a dit, vous savez, il y a un mot, alors elle ne l'a pas dit parce qu'elle est lilloise et moi je suis du Sud. Dans le Sud, on dit tu roumègues, tu sais, tu protestes sans arrêt, tout ça. Et elle m'a dit, il y en a marre, juste, ou tu te tais, ou tu fais quelque chose. T'as qu'à te présenter aux élections. Et c'était un feu rouge sur les allées Paul Riquet. Je lui ai dit oui et je me suis présenté. Voilà, et sans connaître personne, sans avoir l'appui de personne, simplement en se disant qu'on retrousse les manches. Tu sais, ce que j'ai appris de Reporters sans frontières, parce que moi je suis fier de l'engagement que j'ai eu à Reporters sans frontières. Je l'entends et tout ça, le droit de l'homisme et tout, non. Les libertés c'est nous qui les défendons. L'égalité, c'est nous qui la défendons. La fraternité, c'est nous qui la défendons. Il ne faut pas se laisser montrer du doigt en disant il y aurait la gauche, les organisations humanitaires qui feraient ça, et puis nous, on serait de l'autre côté, le mal en puissance ou la face obscure des choses. Non, je suis fier de ça. Je suis fier de ça, mais encore une fois, si on ne prend pas les choses en main, et on peut les prendre en main. À Reporters sans frontières, je me suis aperçu qu'à 3 ou 4 personnes décidées, à un moment donné, dans une bonne situation, tu fais changer les choses. Alors là, c'était sur un domaine particulier, mais ce qui nous amène ici, c'est exactement la même chose. On ne peut pas continuer à être les spectateurs ou les commentateurs. Spectateurs, on ne veut pas l'être, mais commentateurs, on l'est beaucoup. Tu commentes. Non, il y en a marre. Attendez, on ne peut pas à la fois dire que la situation est aussi grave, j'écoutais tout à l'heure ce que vous disiez, dire regardez ce qui s'est passé il y a une semaine, et puis dire quoi ? Le politique, ce ne serait pas pour nous, la politique, on n'y toucherait pas, on ferait de la dissidence sans faire de la politique, mais c'est une douce plaisanterie. Je veux dire, là, on a des alternatives. Vous ne croyez pas que tout de suite, tout le monde va descendre dans la rue en prenant des armes. Je ne suis même pas sûr de le souhaiter. Donc, ce que je finis là-dessus. Maintenant, à un moment donné, il y a cet engagement à prendre. Et moi, je l'ai pris au niveau de ma ville, mais avec un va-et-vient. C'est parce que je suis un maire à plein temps. Ça aussi, les élus de l'extrême droite qui cumulent les mandats, il faut arrêter avec ces conneries. On ne peut pas dire qu'on fait de la politique différemment et commencer par faire la même chose que les autres. Mais en même temps, si tu veux, moi ce que j'essaye de faire, ce que je voulais te dire, c'est des va-et-vient continuels entre le service aux citoyens. Moi je peux parler ici parce que je suis tout mon temps à Béziers. Dire les Biterrois écoutent ce que je dis quand je parle d'autre chose que de Béziers, parce que je règle leurs problèmes au quotidien. Parce que je tente de les régler, parce que je suis à leur écoute, parce que je suis sur les marchés, pas pour leur dire je vais te trouver un boulot, t'as qu'à rentrer à la mairie, mais pour leur dire pourquoi ils trouvent pas de boulot et pourquoi je ne leur en trouverai pas, et parce que les élus ils trouvent pas du boulot, ils font des fonctionnaires, c'est pas la même chose. Parce qu'il faut dire tout ça, si on n'arrive pas à tenir dans les mains d'un côté le quotidien des gens, je vais arrêter là, sinon on ne va plus poser de questions. Le quotidien des gens, et d'autre part le discours sur les valeurs que je tiens à longueur de temps. J'inaugurerai la semaine prochaine une crèche encore plus splendide que l'an dernier. Quand je pense que l'Association des maires de France, je ne sais pas si ils n'ont rien trouvé de mieux que pour s'occuper. C'est vrai qu'il n'y a pas d'autres soucis, tu vois. Tu n'as pas des problèmes de sécurité, tu n'as pas des gens qui ont peur dans les villes. Moi, tout à l'heure, je lisais un SMS là, parce que mon directeur général des services me mettait un message en me disant que dans les spectacles, ils veulent maintenant, les gens, tu sais, qu'on ouvre les sacs parce qu'ils ont peur que si tu n'ouvres pas, le voisin, il trimballe quelque chose dans le sac et tout. Non, mais l'Association des maires de France, eux, ils trouvent que la crèche, c'est exactement un tel problème qu'il faut de leur haute autorité qui nous disent qu'ils n'en veulent pas. Enfin, nous, qu'ils aillent se faire foutre la saison des maires de France. Ça rejoint l'éloge de la désobéissance de tout à l'heure. Moi, il y a une question que j'ai envie de vous poser, Robert Ménard, parce que ça a été abordé tout à l'heure également. On se dit, voilà, dissidence égale désobéir. Désobéir, c'est s'exposer à la sanction, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a un moment donné, il y a un éveil du courage. Bon, alors, comment on rend les gens courageux? Comment vous faites, vous? D'abord, on donne l'exemple. Attends, moi, je viens d'une profession où
Enfin, tu y es, c'est un sport national que de critiquer ton propre média. Parce que quand vous discutez avec les journalistes, quand vous êtes journaliste, moi je l'ai été 35 ans, les types gueulent dans tous les médias. Moi j'étais à iTélé, ils trouvent qu'ils font de la merde, que c'est pas ce qu'ils veulent faire et tout ça. Mais tu leur dis, putain, mais à un moment donné, t'as qu'à claquer la porte. Je veux dire, c'est juste ça, le courage à dissidence, c'est pas un grand mot. C'est à un moment donné, dire, ça suffit. Or, 9/10 des gens que je rencontre, ils sont pas contents de tout un tas de choses. Je parle des journalistes, mais les hommes politiques, pareil. Tous les gens, les intellectuels, le prof et tout. À un moment donné, il faut juste dire, ça suffit. Le problème, c'est que ça te coûte. Que ça te coûte pas, ça te coûte intellectuellement. Ça te coûte dans ta vie. Moi, le jour où j'ai quitté Reporters sans frontières, j'ai perdu 90% des gens qui me parlaient. Et les 10%, je les ai perdus quand j'ai été viré de iTélé et de RTL. Parce que les gens, ils t'aiment, mais au pouvoir. Ils te fréquentent quand tu les aides. Ils t'appellent quand ils ont besoin de toi et que tu peux leur envoyer l'ascenseur. Quand tu peux plus le faire, tu n'es plus intéressant. C'est que ça se pose que ça. On est dans un pays où les gens brillants, il y en a une tonne. Des gens brillants et courageux, tu les divises par 100 d'un coup. C'est juste ça le problème. Donc, la deuxième question, c'était... Non, il n'y en avait qu'une, mais... Non, mais alors, moi, c'est vrai que ce qui m'a frappé récemment, Robert, c'est qu'on vous a fait une danse du ventre épouvantable quand vous avez armé vos policiers municipaux. Et là, je ne veux pas dire qu'on rit doucement parce que les événements s'y prêtent pas, mais le fait est que tout vous donne raison. Ben oui, malheureusement, tout nous donne raison. C'est pas à moi, c'est à nous tous. Armer la police municipale et l'armer bien et dire que l'arme est le meilleur ami du policier, c'est l'évidence pour tous les gens. Je veux dire, le problème, c'est qu'il y a une caste politico-médiatique, c'est les mêmes, ils sont tellement proches qu'ils finissent d'ailleurs par coucher ensemble. Je veux dire, non, mais c'est vrai, c'est symbolique, je vais me casser la gueule en plus, c'est symbolique. Le chef de l'État qu'on a actuellement, il vivait avec qui au début? Alors c'est vrai qu'il y a... oui, il y a un peu de passage. Il y a un feuilleton, mais enfin, il vivait avec une journaliste qui était à Paris Match et qui couvrait l'actualité du Parti Socialiste. C'est quand même ça, la presse. Tu vois, tu vis de ça. Et cette consanguinité, c'est elle qu'il faut combattre. C'est elle qu'on essaye de combattre. Alors on a, oui, systématiquement raison avant. Pardon, quand j'entends Bartholome expliquer qu'il n'y a pas de lien entre l'islamisation et l'immigration, mais il se fout de nous. Entre le terrorisme... Je veux dire, non, mais tu écoutes ça. Tu as l'autre, je sais plus. Entre le terrorisme et la banlieue. Et le terrorisme et la banlieue. Saint-Denis, c'est où? Tu as envie de lui demander, mais le 9-3, c'est où? C'est en Corrèze, j'avais pas vu. C'est pas au même endroit. Je veux dire, mais le problème, c'est que les propos qu'on tient, c'est toute la difficulté au fond de ce qu'on dit. C'est que les gens, ils pensent ça. Ils en sont persuadés. Le problème, c'est qu'il nous faut arriver à contourner un monde, les médias, la politique, le showbiz, qui nous est viscéralement hostile. Et qu'il faut arriver, malgré cela, à parler aux gens. Nous, on l'a fait à Béziers de façon radicale. On s'est dit... On a un journal qui mène un combat, le journal du coin, qui s'appelle Midi, peu importe. Vous savez, en région, il y a toujours un journal en situation de monopole, ou quasiment partout. Nous, on a réglé ce problème-là. On a dit, on va faire un journal municipal qui ressemble pas à un journal municipal. Ça, je vous garantis. Mais on s'est donné les moyens de s'adresser aux gens. Tous les 15 jours, on distribue un vrai journal, fait par de vrais journalistes, aux 42 000 familles qui vivent dans ma ville. Je vous garantis que quand tu arrives à te sortir du tête-à-tête terrible que moi j'ai avec les journalistes, mais c'est abominable. C'est vrai que je les traite de tocards et tout ça. Non, mais enfin, attends. Il faut juste pas rigoler. Toi, ne ricale pas, parce que tu fais exactement la même chose quand je te lis. Alors, non, il faut arriver à casser ça. Le problème, c'est que dans une ville, tu peux le faire,
Parce que dans une ville, on a les moyens. La ville à Béziers, c'est 2200 employés municipaux, c'est de l'argent, c'est des équipes, tu es maire. Le maire, il a plein de pouvoirs. Sauf que les élus ne veulent pas les utiliser. Si tu les utilises, moi j'ai plein d'idées là sur les problèmes de sécurité. On en parlait avec Jean-Yves Le Gallou tout à l'heure pour qu'il me donne un coup de main. Il n'écoute pas là, mais j'espère que... Il note, c'est pire que ça, il note. Like. Voilà, donc on a des pouvoirs. Tout ça, c'est pour vous dire, c'est ça. Il faut qu'on arrive à rompre, casser, parce que tout à l'heure, c'était l'art de la dissidence, vous me demandiez. Au fond, c'est ça. Et en même temps, ça me permet de répondre à ce que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est le premier. Le deuxième point, c'est que nous, on fait très, très attention avec la légalité. Je suis maire. Ça veut dire qu'il est hors de question que je me mette en dehors de la légalité. Attendez, les mecs, mon préfet de région, il attend que ça. Non, mais c'est pas une plaisanterie, c'est pas un débat sur le sexe des anges. Le type, il ne rêve que des choses. Nous, toute nomination, mais une nomination, tu vois, pas du grand chef de l'administration municipale, la nomination du type de base, qui a 23 contrôles de légalité pour voir si on n'aurait pas, par hasard, sauté un passage d'obligatoire. C'est tellement compliqué tout ça que tu as intérêt à faire très attention. Donc, pour répondre à votre question, non, l'art de la dissidence, c'est pas de se mettre, en tout cas pour l'élu que je suis. C'est vrai que moi, j'ai choisi le suffrage universel à un moment donné. On peut ne pas être d'accord, mais enfin, je pense que ça passe par là. À partir de ce passage-là, après, tu fais attention. Mais on a eu 6 procès de la Ligue des droits de l'homme, on a gagné les 6 procès. Ouais. Ça veut dire que même sur le terrain de la légalité, tu peux gagner. Attendez, peut-être parce que j'ai passé ma vie dans le monde, on n'est pas une dictature ici, c'est pas vrai. Il ne faut pas le dire par facilité de langage, on n'est pas dans un régime totalitaire. On a des interstices dans lesquels on peut construire des choses. Pardon, il y a le fait même qu'on tienne cette rencontre ici, dit à quel point on n'est pas... Non, je le dis parce que des fois je lis dans cette mouvance-là, des propos qui, à force d'être caricaturaux, te desservent. Encore une fois, on a dans cette démocratie-là, même si, oui, moi, à la fois, tu vois, moi, ils m'ont viré de médias, mais tu es vivant, d'un certain média, mais tu es vivant, tu es élu, tu peux faire un certain nombre de choses. Oui, mais c'est un certain martyr médiatique, c'est compliqué. Ouais, enfin, je préfère un martyr médiatique que martyr tout court, nous sommes d'accord. Il faut pas rigoler quand même. Non, je veux dire, ici, on risque pas notre peau en étant ici. Ouais. Non, mais il faut le dire, ça veut dire, je le dis, non, tu sais pourquoi je le dis ? Je te le dis, Gabriel. Je le dis parce que souvent, l'exagération dans la menace qui pèse sur nous sert d'excuse pour ne pas faire un certain nombre de choses. Et ça, c'est pas acceptable. Justement, sur ce point-là, et comme vous êtes un observateur assez affûté de ce qui peut se faire sur le champ politique, intellectuel, médiatique, d'après vous, où sont les failles, où sont les terrains de jeu où il y a des choses à faire justement pour profiter du fait que tout n'est pas totalement couvert par le totalitarisme? Où est-ce qu'il y a des coups de boutoir ou des zones sur lesquelles c'est l'occasion d'enfoncer un coin? Mais dans tous les domaines. D'abord dans les domaines médiatiques. Enfin, je suis bien placé à côté de Gabriel pour dire que dans le domaine des médias, attendez, Le Monde, journal de référence, c'est terminé. Même pour les journalistes du Monde, ils le savent. Ça veut dire, c'est juste ça la révolution. Il y avait longtemps qu'ils ne l'avaient pas compris, maintenant ils ont compris que c'était terminé. Ils ne te le disent plus d'ailleurs. Tu as remarqué, c'est fini. Journal de référence, aux poubelles de l'histoire, si j'ose dire. Donc ça veut dire que sur le terrain des médias, mais Jean-Yves Le Gallou en est l'exemple parce qu'il en a été le précurseur et tout, on gagne des batailles. Tu gagnes des batailles. Cette semaine, la singerie, la bouffonnerie de France Inter qui modifie un texte et tout, se serait passé inaperçu. Attends, il y a 5 ans, Jean-Yves. Aujourd'hui, tout le monde, ils sont même obligés de répondre. Tu as le médiateur, funeste personnage, parce que j'ai lu l'interview, j'ai entendu l'interview sur Boulevard Voltaire, mais il est obligé de se justifier. France Inter était sans dessus dessous. Voilà, tu vois, on est en train de leur faire la peau à ce niveau-là. Oui. Et ça, c'est le premier élément. Et on en profite pour saluer, puisqu'ils sont là, le succès de TV Liberté qui participe à ce combat médiatique. J'étais chez eux ce matin. Donc ça, c'est une faille. Et puis il y a des failles.
Et il y a des failles à tous les domaines. Nous, à Béziers, on passe notre vie à se demander comment on peut se faufiler dans les choses. Sur la crèche, c'est pas une plaisanterie, on a gagné le procès sur la crèche. Ça veut dire qu'il y avait la possibilité de dire à la fois, je suis maire, donc il y a la laïcité, je ne peux pas faire comme si elle n'existait pas, elle m'est imposée. Et tout ça, et en même temps, on affirme qu'on est un pays, alors je ne fais pas catholique, j'ai entendu que quelqu'un n'était pas d'accord, de tradition judéo-chrétienne, et que ça, on le fait. Je veux dire, on passe notre vie à faire ça. C'est vrai qu'on le fait de façon provocatrice, mais assumée. Moi, je ne me suis pas contenté de dire que je suis contre la vague d'immigration. C'est vrai que quand on a eu un certain nombre de gens, des réfugiés avec 3 paires de guillemets, syriens qui sont arrivés dans ma ville, en plus ils sont rentrés dans des HLM en ayant cassé la porte avec des pieds de biche pour rentrer, ou tu te contentes de le dénoncer, ou nous on y est allé avec une équipe de télévision, on l'a filmé, ça a fait un scandale, mais les gens dans ma ville, tu y étais, vous venez avec moi à Béziers, vous n'êtes pas obligé de me croire, tu viens à Béziers, tu te trimbales dans la ville avec moi, tu vas voir ce que c'est être populaire dans sa ville. Et je l'étais encore plus après ça, parce que les gens ils en veulent pas de ça. Mais même, attention, même le maghrébin du quartier, il n'en veut pas de ça. Non, mais c'est pour ça. Il y a tout un tas de gens qui sont sur nos combats. Et moi, le pari, c'est à la fois de dire des choses dures sur ce qu'on ne veut pas, mais en même temps, il faut faire attention qu'on a un certain nombre de gens dans nos villes. Moi, demain, je ne parle pas de pourcentage d'enfants. Je ne voudrais pas le redire, ça m'a valu suffisamment d'ennuis. Enfin, allez, à la louche. Que 2/3 des enfants de ma ville, vous vous rendez compte, 2/3 des enfants des écoles de ma ville sont musulmans. Ah non, mais attendez, Béziers est une ville d'avant-garde. Je vous le dis tout. Non. Oui. C'est demain le reste de la France comme ça. Il ne faut pas croire que c'est des cas à part, des exceptions. C'est la même chose. Et donc, comment, face à ces situations-là, on essaye de peser, comment on intervient et tout. Et puis on le fait avec des réussites, pardon. Je vous donne un exemple, vous vous en foutez, mais pour ma ville, c'est important parce que tu peux venir à Polémia à condition que je l'ai dit, tu règles les problèmes des gens. Nos amis des Galeries Lafayette avaient décidé de fermer 3 magasins. Ils ont fermé un magasin pour les méthodes qu'on emploie, de voyous, je le concède, à Lille, à Thiers et à Béziers. Moi, je leur ai dit, vous ne fermerez pas. Oh, le capitalisme est ce qu'il est. On fera bien ce qu'on voudra. J'ai dit, chiche. Si vous continuez à vouloir fermer, je vais vous faire la peau sur le seul terrain que je connais bien, à cause de Reporters sans frontières, et qui vous fait mal, c'est l'image de marque. Le lendemain, nous leur avons fait à Béziers une campagne d'affichage sur Madame Ginette Moulin, propriétaire personnelle du groupe Lafayette, avec une photo, un dessin pas avantageux, ça les a sidérés. J'ai dit, voilà, c'est à tous les Biterrois, j'ai dit, c'est elle la méchante. Attendez, elle s'attendait à tout sauf à ça. Il m'appelle, le patron de Galeries Lafayette, et il me dit, vous avez osé? J'ai dit, mais attendez, non, j'ai dit, ça c'est à Béziers, c'est gnognotte. La prochaine fois, c'est boulevard Haussmann, devant le magasin, avec Ginette Moulin, et vous allez voir ce que ça va être. Le lendemain, les Galeries Lafayette revenaient, discutaient. Aujourd'hui, les Galeries Lafayette restent ouvertes à Béziers. Ce que je veux dire, c'est pas la révolution, ça. Mais si on fait pas ça tout de suite, t'es pas crédible pour dire aux gens on va changer demain, on va résister demain à Bruxelles, on va taper sur le poing sur la table et on va gagner. Il faut dégagner dès aujourd'hui, il faut rassurer dès aujourd'hui, il faut être à l'écoute dès aujourd'hui pour dire aux gens regardez ce qu'on est capable de faire dès aujourd'hui pour demain avec vous, parce qu'on ne peut pas le faire sans vous, pour changer ce pays, parce qu'on en a besoin, parce qu'on veut faire la révolution dans ce pays, c'est tout. Donc,
Robert Ménard, vous nous donnez envie de tous venir nous installer à Béziers. Mais ce n'est pas possible. Donc, comment faire? Il faut réinvestir localement. Vous donnez l'exemple, là, il faut commencer par réinvestir chaque mairie, donner finalement le goût du réenracinement politique pour arriver étape par étape, par mailler comme vous l'ensemble de la France, comme vous le faites, vous, à Béziers. Oui et non, parce qu'il y a une telle urgence que ça ne peut plus se faire comme ça. On aurait le temps devant nous. On dirait on va gagner la France par le bas. Et je pense qu'un certain nombre de partis, par exemple le Front National, pour citer lui, c'est quand même lui qui compte et qui est derrière tout débat ici et tout débat partout. Non mais bien sûr, attendez, moi j'ai des rapports, je vais en parler 2 minutes d'ailleurs, parce que sur le débouché politique et tout ça, bien sûr moi j'ai beaucoup reproché aux partis de la droite nationale, j'ai des amis que je regarde dans les yeux directement, de la droite nationale, de ne pas jouer sur l'enracinement local. Attendez, bien sûr qu'il fallait être là. Bien sûr que c'est important. Nous, on a été élus dans une triangulaire avec 45% des voix dans une triangulaire. 1 an après, aux élections départementales, les 6 candidats que je soutenais, ils faisaient entre 56 et 60% des voix. Et je suis sûr qu'on fera encore plus au régional. Là, dans ma ville et autour de ma ville. Tu t'enracines comme ça, tu crédibilises ton propos comme ça. Mais en même temps, ça ne suffit plus. Aujourd'hui, on a des échéances qui sont l'échéance présidentielle. Moi, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire au niveau local, et je pourrais vous en citer plein d'autres. Je sais pas, nous, on a baissé les impôts locaux. Immédiatement, on a mis en place une mutuelle. Enfin, quand tu n'as pas d'argent, la première chose que tu fais, c'est tu supprimes ta mutuelle. Oui, mais c'est ça la vie des gens. La vie des gens, et que la mutuelle, elle te permet d'aller chez le dentiste et les lunettes, parce que c'est ce qui est le plus cher. Nous, on a mis en place une mutuelle qui est 50% moins chère que n'importe quelle autre mutuelle. Et tout le monde peut le faire. On a rendu les musées gratuits. Moi, j'ai dit, parce que vous savez, ce qu'ils vous répondent, comme tu es d'extrême droite, parce que dans leur tête, tu es un facho, donc tu brûles les livres, tu se lèves au cinéma, tu vas pas au théâtre, tu es inculte, tu vois. Moi, je me le suis entendu dire. Mais j'ai dit, moi, c'est vrai, j'en lis pas, mais j'en écrit des livres, alors je sais pas comment vous faites. Et non, mais les types te disent ça, donc il faut répondre à ça. Nous, on a rendu tous les musées gratuits. On a réduit à tout le monde merde, comment ça s'appelle Vas-y, on va trouver. Non, pas le stationnement. Non, les repas à la cantine, on a mis à 1 euro pour les gens. Ça veut dire que tu réponds aux besoins des gens. Tout ça, tu peux le faire. Mais vous en avez même temps, réhabilité le centre-ville aussi. Oui, il y a un travail colossal ce temps. Venez à Béziers, il faut venir à Béziers, vous allez voir. Mais attendez, vous rigolez, on a eu un tourisme politique pour la première fois. Cet été, j'ai vu des gens, pas toi, je ne parle pas de toi, j'ai vu des gens arriver en me disant « Ah, je viens dans Béziers », ils me reconnaissent. Et donc, ils me reconnaissent à cause des médias, même si les médias m'aiment pas, ils me montrent, donc ils me reconnaissent. Et donc, ils me disent « Ouais, on est venu voir, qu'est-ce que c'est cette vie ?» Alors, c'est plutôt des gens sympathiques ou des gens sidérés. « Ah, je croyais que c'était pire que ça, quand même. » J'ai dit « Il n'y a pas de barbelé, tout de suite. Le théâtre est toujours là. Regardez, vous avez même des femmes... mon corps défendant voilé, je ne les mets pas en prison. Donc, ça veut dire que ça fonctionne comme ça. Mais, il y a une dimension nationale à prendre. Et moi, ma position, elle est simple. Pardon de faire un peu de politique. Je peux. Non, je lui demande. Sinon, elle va m'engueuler tout à l'heure. Elle va me rappeler. Je pense que la salle ne reprochera pas. Moi, je vais vous dire, je ne suis pas au Front National. Parce que j'ai de vrais désaccords avec le Front National. Sur le terrain économique, je pense que le discours du Front National est un discours inaudible, y compris inaudible pour le maire que je suis. Je pense que sur des problèmes de famille et tout, j'ai regretté l'absence d'un certain nombre de leaders du Front National aux manifs pour tous. Je le dis, je leur ai dit. Donc tout ce que je dis là, je ne dis pas des choses ici que je ne dis pas face à face avec Marine Le Pen quand je la vois. Je le lui dis exactement. Sur l'Europe, je pense que c'est anxiogène le discours sur l'Europe et sur l'euro.
peut-être parce que, alors vous me direz peut-être que je suis trop justement avec les gens, s'il y a une partie de la population où on n'arrive pas à gagner le poids dont on a besoin pour les élections, c'est les personnes âgées qui ont peur du discours sur l'euro, qui comprennent qu'elles vont perdre, qu'elles risquent de perdre de l'argent et que, pardon, quand tu vis avec 700 € par mois, tu n'imagines pas un instant de perdre 10% de ton pouvoir d'achat et je les comprends. Moi, tout ça, je l'ai dit. Un discours plus libéral, sur les valeurs familiales et tout, un discours plus offensif, et sur l'euro, une prudence. D'abord, avec ce qui vient de se passer avec les Grecs, on ferait mieux d'être prudent par rapport à ce qu'on pourra faire et ce qu'on ne pourra pas faire, même arriver au pouvoir. Donc, c'est 3 vrais désaccords. Une fois que j'ai dit mes vrais désaccords, avec le Front National, on ne peut pas gagner sans Marine Le Pen. Moi, j'appellerai à voter pour elle, je voterai pour elle et je ferai voter pour elle. Tous ceux qui disent le contraire jouent pas seulement contre le Front National, ils jouent contre la France aujourd'hui. Oui, mais... Attends, je vais juste finir. En même temps, on ne peut pas gagner qu'avec le Front National. Il faut gagner avec d'autres autour du Front National. Et donc, moi, à ma petite échelle, tu as la gentillesse de dire, c'est vrai que j'entretiens de bons rapports avec tous les gens qui sont proches d'ici, avec leur sensibilité, comme je suis maire en plus, et que c'est la seule ville importante de cette sensibilité-là et tout ça, je les invite, je les fais venir, ils viennent à Béziers, ils sont tous venus, même des gens, je pense qu'Éric Zemmour ne serait pas allé dans une ville du Front National, la première ville pour parler de son livre, il vient à Béziers parce que justement ce n'est pas une ville que du Front National. Et donc pour toutes ces raisons-là, je pense que j'essaye, je les appelle, j'en discute avec eux, il faut, je vois Monsieur Becbédé ici, je lui ai dit, pardon, je ne vous reprends pas à partir, on a de l'amitié et tout ça. Charles, je lui ai dit, il faut aujourd'hui concourir tous, au-delà des divergences, il faut concourir tous à faire gagner Marine Le Pen. Moi, ce que je ne supporte plus, je vous le dis, je ne viens pas de ce milieu-là, alors j'ai souvent un regard un peu ethnologique sur la droite nationale et tout. J'en peux plus. Honnêtement, vous êtes comme les trotskistes de base. Et moi, je viens de là. Entre un pabliste et je sais pas quoi, le mec te dit en 1938, on n'a pas eu la même lecture de telle phrase de Trotsky, mais on s'en bat l'œil. Je veux dire, moi, quand les gens me disent celui-là a été proche de Maigret, l'autre, mais je me bats l'œil de ça. Ou vous êtes cinglés et vous continuez à vous bouffer le nez entre vous, ou on est tous d'accord pour dire ce qui vient de se passer. Attendez, qui aurait imaginé, sans rigoler, on est tous malins à dire bien sûr ça devait arriver ce qui est arrivé, mais enfin on s'est vu avec un certain nombre de gens ici il y a 15 jours, on a passé une journée, un week-end ensemble, aucun d'entre nous n'imaginait qu'on serait 15 jours après ici avec 130 morts. C'est ça la réalité. C'est facile de dire on l'avait prévu, t'as rien prévu du tout. Après coup, tu sais, oui, ça va, on a prévu. Enfin, aujourd'hui, moi, ce que je veux dire, c'est qu'après ce qui vient de se passer, il faut arrêter de se chamailler. Il faut arrêter de se disputer. Il faut arrêter de monter en épingle des oppositions qui sont d'un autre temps. Et il faut aujourd'hui gagner les élections dans combien ? Dans 15 mois. Sinon, qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants ? Qu'est-ce que je vais dire à ma fille ? Moi, dans ma ville, dans le quartier où j'étais à La Devèze, moi, je suis pied noir. Je suis arrivé dans un quartier, il y avait des pieds noirs. Il y avait des métropolitains, vous savez, les pieds noirs, ils appellent métropolitains les gens qui... Enfin, vous savez, il y a peut-être... D'habitude, je parle, il y a toujours des pieds noirs, parce que c'est dans le midi. Il y en a. Ah, quand même. Je salue la communauté. Il y en a 21, nos fichiers sont à jour. Le lobby pieds noirs a pris le pouvoir. Et donc, je plaisante. Donc, il y avait les métropolitains, les pieds noirs, et des maghrébins, des arabes. Mais ça allait très bien. Sans rigoler, il n'y avait pas de problème. Les filles, moi j'avais 18 ans, tu te demandais pas si elle était métropolitaine, beurette ou pied noir. Elle était mignonne ou pas mignonne. Et en plus, les beurettes, elles étaient encore plus sexy que les autres, comme si... Là, ça va, les filles. Comme s'il fallait, tu sais, en rajouter. Tu avais les filles, elles avaient des... Enfin, je veux dire, j'ai jamais vu une fille avec un foulard. Jamais. Dans ce même quartier aujourd'hui,
tu as 70% des filles qui ont, 70, peut-être 80%, qui ont un foulard, et les autres, elles se font traiter de salopes sur le marché. C'est ça la réalité. Et si c'est ça, et si de ça on ne veut pas, il faut arrêter les bisbilles, il faut se mobiliser, et il faut gagner là, dans 15 mois. Sinon, on va partir pour quoi ? Donc si je comprends bien, c'est à cela que vous allez travailler aussi. Enfin, déjà, vous avez la charge de votre ville qui est très lourde, mais c'est à cela que vous allez travailler pour le bien commun. Vous sentez les uns et les autres prêts à faire des concessions? Vous sentez une certaine lucidité sur l'urgence de la situation et la nécessité de mettre un peu un terme à ces querelles de coq? Oui, c'est des querelles d'ego. Honnêtement. On est entre nous. Espérons. Je plaisante, ça va. Attendez, quelle différence il y a à 3 virgules près entre De Villiers, Marine Le Pen, qui je prends, Nicolas Dupont-Aignan. Quelle différence il y a sur les programmes, sans rigoler. À part 3 exégètes qui regardent à la loupe et tout ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Sur les sujets urgents. Mais urgent, le reste, attends, il y a urgence. Il y a Charles Becbédé, Millon, Mariani. Alors vous pouvez traiter les mecs de traîtres. Vous pouvez dire ce type, il a trahi, il n'est pas avec nous. Mais il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de regarder ce qui s'est passé, où on n'était pas ensemble, ce qu'on n'a pas fait ensemble, le bon jour, le jour où on s'était pas d'accord. Maigret, mais je m'en fous, Maigret, il n'existe plus. Aujourd'hui, les types qui au Front National te disent « Ah, mais celui-là, il était proche de Maigret ». On se calme là-dessus, ça n'a plus aucune espèce d'importance. Le reste, c'est des détails. Enfin, vous voulez que je vous dise, les gens... Vous voulez sur l'immigration, mais on dit tous la même chose. Sur le besoin de sécurité, on dit tous la même chose. Sur la politique internationale qu'on mène, on dit tous la même chose. Qu'est-ce que je peux prendre sur la famille? On dit à peu près tous la même chose. C'est ça qui compte. Les Français, ils ont envie d'entendre ça. Alors, si on veut que Marine Le Pen s'ouvre et qu'elle aussi, elle soit capable de prendre son envol et qu'elle ait une stature de chef de l'État. Moi, je lui dis tout le temps, si tu veux une stature de chef de l'État, il faut accepter autour de toi de plus en plus de gens qui ne pensent pas exactement comme toi. Mais il ne faut pas qu'à côté, on soit aussi con que tout le monde. Alors, on fait un tout petit effort et on essaye de gagner. Je ne savais pas que c'était un meeting, quand même. Mais je vais me faire peut-être un peu l'avocat du diable. On voit bien dans ce que vous dites que vous êtes dans cette posture de rassembleur, et cette posture de rassembleur vous vient très certainement du fait que vous n'êtes pas un pur produit des appareils politiques. En amour, il faut être 2. Et donc, est-ce que vous ressentez de part et d'autre de ces rivages que vous décrivez une volonté de se retrouver? Parce que c'est ça la vraie question. Pas forcément, mais on a 1 an et demi pour gagner. Attendez, c'était facile. Maintenant, il faut s'y employer. Moi, je le fais à mon niveau, mais il y a plein de gens dans la salle, je ne vais pas les interpeller les uns et les autres. Ici, il y a des responsables au placé du Front National et tout. Et c'est important, et je pense qu'ils pensent la même chose que nous. Je pense que, paradoxalement, au fond, ce que je pense, c'est qu'on est dans une période... Non, je retire ça avec ce qui vient de se passer, il ne faut pas dire ça. Mais malgré ce qui vient de se passer, il y a toutes les raisons d'être optimiste. Parce que je pense que le fait que Marine Le Pen soit à ce point haute dans les sondages, ça la rend plus forte. Et quand on est plus fort, on est plus ouvert aux autres. Et je pense que je regarde dans les yeux un certain nombre de responsables au placé, et ils le savent, et que cette force-là, ça doit nous permettre aujourd'hui de passer au-delà de ce que tu disais, ces égos insupportable. Moi, il y avait Philippe de Villiers qui était à Béziers pour la 2e fois en 6 mois, la semaine dernière. Moi, j'aime beaucoup Philippe de Villiers. Je lui trouve un talent rarissime. Je lui trouve une capacité à parler de ce pays de façon charnelle que j'envie. Absolument, tout ça. Je lui ai dit, Philippe, tu ne fais rien contre Marine Le Pen. Tu fais tout pour l'aider. Rien contre elle.
On a besoin de toi. On a besoin de la sensibilité que tu incarnes. On a besoin de ton talent. On a besoin de ta force de conviction. On a besoin de l'expérience que tu as. On a besoin de ce que tu es. Mais on a besoin que tu le mettes à son service. Il faut que tu mettes ça à son service et pas contre elle. On ne peut plus se permettre ça. Et je le fais avec chacun. La chance que j'ai, c'est qu'ils viennent à peu près tous à tour de rôle à Béziers. Vous êtes le bienvenu. Et à Béziers, où je ne cesse de leur dire ça. J'espère qu'ils vont l'entendre. Attendez, s'ils l'entendent pas, c'est qu'ils sont suicidaires. Et s'ils sont suicidaires, c'est qu'ils ont oublié de se mettre au service de ce pays. Je ne veux même pas l'imaginer. Merci. Il est 5h moins 5 et donc le temps file très vite en compagnie de Robert Ménard. Avant, donc je ne vais pas laisser la parole à la salle pour des questions. Je voudrais demander à Jean-Yves de venir nous rejoindre parce que s'il y a bien quelqu'un qui sait catalyser les énergies et travailler en intelligence avec beaucoup de sensibilité politique, intellectuelle, Jean-Yves, je voudrais que vous réagissiez tout simplement et que vous preniez brièvement la parole suite à ce que vous avez entendu de Robert Ménard. Sur quoi voulez-vous que je réagisse, Philippe ? Sur ce que vous avez entendu. Moi, je suis tout à fait acquis à ce discours. Je pense qu'il y a vraiment deux... L'action ne se réduit pas à l'action électorale. On peut agir en dehors des élections. Mais il y a aussi des élections. Il y a aussi une vie politique. Et en matière de vie politique, on choisit ses ennemis et on choisit ceux dont on est par conséquent le plus proche. Alors moi, je ne suis pas non plus forcément d'accord avec tous les aspects de la ligne actuelle ou du management actuel du Front National, mais je n'aurais pas évidemment une seule seconde d'hésitation le 7 décembre prochain ou le 6, oui, le 6. Alors le 6 décembre... Parce que pas hésiter le 7, c'est bien, mais la question, c'est le 6. Alors le 6 et le 13, ni l'année prochaine. Voilà. Je pense que Robert Ménard a parfaitement raison. Et ce qui est bien, c'est qu'il parle librement. Et c'est bien qu'il y ait aussi des gens qui parlent librement. C'est aussi un peu ce qu'on fait quand même sur Polémia, où nous parlons librement, mais amicalement. C'est-à-dire qu'on évite de dire ou de faire des choses qui pourraient nuire, mais on essaye aussi de faire des choses qui peuvent être utiles. Et c'est parfois utile de dire des choses pas toujours parfaitement agréables, mais à condition de bien les mesurer. Absolument, merci. C'est parfait. Merci Jean-Yves. Je vais demander donc à Robert Ménard. Peut-être un point, si on me voit avec mon téléphone, c'est pas par indiscipline, c'est pour relayer vers l'extérieur. Voilà. C'est le côté geek de Jean-Yves. Voilà, c'est mon côté. Et donc avant de nous quitter, Robert, merci encore de votre présence parmi nous. Je vous laisse conclure. Lundi, j'ai organisé dans ma ville, on a au Monument aux Morts, une manifestation patriotique. C'était une manifestation patriotique à la gloire de la France. Et de la France qu'on aime. Et de la France qu'on défend. Et de la France que je crois que vous incarnez. Il y avait un monde fou. Tout le monde est venu. Le Monument aux Morts est très haut. Il y a 30 marches. Tout le monde est monté au Monument aux Morts. Les gens pleuraient. C'était au sens propre bouleversant. Il ne faut pas décevoir ces gens-là. C'est la seule chose que je voulais vous dire. Bravo.